Je vais appeler le fondateur de X-Mentor qui aide les dirigeants dans les stratégies de business, le président de B4Biz, le club du réseau d'affaires POLD, Paris-Ouest La Défense, qui vient nous éclairer sur le sujet. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît comme il se doit. Monsieur Bruno Lescure, s'il vous plaît, Bruno! Ça va Bruno? Salut Enzo, je suis très heureux d'être là ce soir et de voir que la thématique est à l'image de l'audience, puisque je crois qu'il y a à peu près 70% de femmes ce soir, donc plus de 2/3. Et peut-être avant de commencer, je voudrais poser la question, quelles sont parmi les femmes ici, celles qui sont dirigeantes, entrepreneurs, ou qui veulent monter leur boîte? Levez la main. Ah ouais. Allez. Ah, c'est bien 80%. Bravo, donc je vais amorcer cette chronique sur 2 volets. Le premier, c'est quelques statistiques, que je vais être très rapide, sur effectivement le sujet qu'on vient d'aborder, qui est le sujet qui nous réunit ce soir. Donc on a 3 axes qui sont d'abord les entrepreneurs. Donc la première clé, c'est que sur les entrepreneurs, on constate, la première chose, c'est qu'il y a à peine 30% parmi les entrepreneurs qui sont des femmes. Alors que je crois qu'il y a 55% de la population. Ouais, un peu plus de 50%. Un peu plus de 50%. Donc il y a un potentiel de croissance. Le deuxième axe, c'est que la moyenne des femmes qui entreprennent ont 48 ans. J'étais un peu surpris de voir ça, versus 52 ans pour les hommes en moyenne. Et enfin, le troisième axe, c'est que sur l'ensemble des fonds qui sont levés, les femmes font appel à seulement 3% du capital levé. Donc là, on voit qu'effectivement, les femmes font moins appel au capital sur ce levier financier. C'est un constat. Après, on peut déduire beaucoup de choses. On en parlera de ça. Mais vous pouvez rebondir, hein, si vous voulez. En réalité, on a 3% des projets montés par des femmes qui bénéficient de levées de fonds. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 3% qui, en fait, demandent des levées de fonds. Il y a d'ailleurs un collectif, je leur fais un peu de pub, et c'est gratuit, qui s'appelle Sista, qui a été monté justement par 2 jeunes entrepreneuses pour favoriser, en fait, l'accès à l'entrepreneuriat féminin à ces levées de fonds, puisque de façon générale, et c'est tout à fait humain, les investisseurs sont des hommes, et donc ils ont tendance à donner leur argent à des hommes. C'est normal, c'est la vie. Et donc, pour que ça change un peu, il faut un petit peu les pousser. Donc, et c'est de là dont viennent ces chiffres. Voilà, donc ça c'est le premier constat sur les entrepreneurs. Le deuxième constat, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que sur les administrateurs, donc administratrices, il y a eu, et là je parle de la France, un volant spectaculaire, puisque on est à 43% dans les conseils d'administration, dans le SBF 120. Évidemment, ça a été poussé par la merveilleuse loi Zimmermann, qui a, on va dire, c'est du réglementaire, ça a contribué à stimuler. Et ça, alors merveilleuse, elle fait débat encore, hein, même au sein de la gente féminine, ça fait débat. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est grosso modo la loi Zimmermann? La loi Zimmermann, en fait, elle dit quoi? Elle dit que pour favoriser la parité, eh bien, on va obliger les entreprises d'une certaine taille, on parlait de SBF 250, ou d'une certaine taille, donc d'obliger le président du conseil d'administration de prendre dans ses administrateurs une parité, c'est-à-dire 50%. Donc, on n'est pas encore à 50, mais 43%, je pense, moi je suis premier surpris, c'est une très bonne chose. Après, évidemment, c'est toujours pareil, c'est comme le recrutement, est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est poussé, est-ce que c'est voulu? Ça, je pense que c'est chaque cas, il y a une histoire différente. Ok, je te laisse poursuivre, parce que là on digresse. Voilà. Le deuxième axe étant terminé, le troisième c'est sur les dirigeantes d'entreprise. Évidemment, on constate un niveau qui est relativement bas, puisqu'on est passé de 12,8 à 14% en 10 ans, en 2013. Donc on voit qu'il y a un pourcentage qui progresse en fait assez lentement. En fait, c'est que de 2% depuis 2013. En 10 ans, il y a eu à peine 2% de plus de dirigeantes. Et donc là, je pense qu'il y a un potentiel important. Après, on n'est pas forcément là pour faire des débats interminables. Ceux qui le souhaitent, qui ont la capacité et le talent, et quels sont les freins. Après, on parle de plafond de verre ou pas. Mais en tout cas, ce chiffre est relativement faible. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, il y a des dirigeantes, et on a Sandrine qui est capable de nous dire que dans ces 14%, on peut aller au-delà. J'ai même rencontré une femme qui sera peut-être une invitée dans le futur, mais qui dit « Je ne prends que des femmes dans ma boîte ». J'étais un peu surpris.
Voilà, pour épiloguer. Mais je pose peut-être la question, Sandrine, dans votre comité exécutif, quelle est la proportion? 6 femmes, 2 hommes. Bravo. Bravo. Ouais, on commence par soi-même. Hein. Alors, Karl, justement la question, pourquoi 6 femmes et pourquoi 2 hommes? Parce que vous avez décidé que il y aurait 6 femmes ou parce que c'était les meilleurs? C'était les meilleurs. D'accord, ok. Très bien, voilà, qui ne souffre aucune C'était les discussion. meilleurs. Et après, il faut être honnête, c'est sans doute plus facile pour moi de travailler avec des femmes. Donc, comme les hommes, c'est peut-être plus facile pour eux parfois de travailler avec des hommes. Donc, j'ai tendance, inconsciemment, à les choisir. Sans doute aussi, j'en suis consciente. Les biais inconscients, c'est pour moi comme pour mes collègues masculins. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable quand même? Bien sûr. Parce que toutes les filles ne disent pas la même chose que vous, toutes les femmes ne disent pas la même chose que vous. Travailler entre femmes, c'est compliqué. On est d'accord? Chacun sa vision, c'est pas la mienne. Donc, pour vous, il est plus aisé de travailler avec des femmes, et très bien. Et ben voilà. Est-ce que pour nous, les hommes, c'est la même chose ou pas? Est-ce qu'on préfère travailler avec des hommes ou on préfère travailler avec des femmes? Moi, j'ai ma réponse. Moi, je suis pour la diversité parce que... Oh, le politique. La parité, en fait, ça veut rien dire. Je pense que je suis pour une cohérence globale. Donc, il peut y avoir plus de femmes ou moins de femmes. Je prends le club B4Biz où il y a une légère majorité de femmes, en fin de compte. Ouais. Ça pourrait être surprenant, en fait, pour un club de dirigeants entrepreneurs. Mais, en fait, c'est l'état d'esprit qui va faire qu'on a envie d'y venir et de contribuer, de développer. Justement, on va en parler tout à l'heure. Donc, gros potentiel de croissance, c'est ça? Alors voilà, donc pour conclure, c'est que il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que certes, on en est encore loin, mais la bonne, c'est qu'il y a un très grand potentiel de développement et de croissance. Et si moi, j'avais un point de vue par rapport aux chiffres, vu qu'il y a un potentiel de croissance important, c'est oui, les femmes sont l'avenir du business, puisque c'est la croissance qui va être constatée dans le futur. Et par ailleurs, on a constaté aussi que lorsqu'il y avait plus de femmes à la direction, la performance était un petit peu supérieure. On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y a X-Mentor qui nous a fait un décrochage quelque part. Voilà un petit film de dirigeantes, serial entrepreneurs. Sandra Legrand. Très opérationnel, tactique. Et Catherine Barba. Moi, je suis très fan des bottes Aigle. Je les trouve magnifiques. Je pense que la vraie clé, c'est d'aimer les clients. Les clients, les écouter, les aimer, les bichonner, et puis aimer les équipes qui les vendent. Et moi aussi, je suis fan. J'ai un imperméable pour faire du vélo. Et je crois qu'il y a un vrai crayon moi, j'ai des sur bottes, le moi, vélo. j'ai des bottes. Moi, j'ai des bottes qui me bottent, mon pote. Top. Un petit clin d'œil sur la chronique stratégie avec Catherine, l'excellente, la maîtresse du business digital. Flattez-moi. Hein? Oui, qui apporte un peu de savoir-faire des États-Unis, puisque tu es depuis quelques temps maintenant aux États-Unis. C'est ça. New York, sur, ça marche, sur hein? M6 tous les mardis soirs à 21h. Voilà. Et moi, je suis sur Europe 1 régulièrement, coach sur la France qui bouge. Tac. Et voilà. Vive Aigle. On adore, on est fans. Voilà les femmes entrepreneurs. Merci, super joli. Hein. Merci. Oui, vous pouvez applaudir, allez-y, hein, c'est sympa. On va maintenant s'orienter en particulier sur la stratégie, notamment par rapport à Aigle. Dans la stratégie pour une marque, pour des produits, on peut choisir beaucoup d'axes. On ne va pas en prendre 50, on en prendra 3 plus un petit bonus. C'est-à-dire évidemment quand on a une marque incarnée qui a 166 ans, 1853 je crois. Exactement. C'est ça. Donc une marque de 166 ans qui existe toujours, qui est pérenne, eh bien... Stratégie de marque, donc ça sera ma première question. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la stratégie, en tout cas les prémices? La deuxième, c'est par rapport aux produits. Comment on peut se différencier? Produits, services, usages. Et enfin, le troisième, sur la stratégie business, géomarketing, ou quelques éléments qui permettent effectivement de se dire quels vont être les leviers. On sait que dans les industriels, la distribution, le lieu est clé, le géomarketing peut être clé. Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a d'autres éléments avec les pays émergents ou autres? Donc c'est 3 sujets et le petit bonus, évidemment, le développement durable. Donc on commence par la stratégie de marque. Donc je parlerai de Copé Zimmermann à la fin quand même. Ce sera mon bonus perso en fait. Je vais m'auto-octroyer si vous m'y autorisez. Non, ce qui est génial quand on travaille sur une marque qui a 166 ans, une marque patrimoniale, c'est que on a un passé, une histoire dans laquelle on peut aller plonger pour s'inspirer. L'histoire de Aigle, elle est très intéressante puisque la marque a été créée au départ par un entrepreneur américain
qui est venu en France, donc on était déjà dans la diversité, qui a créé en fait au départ à la fois des bottes en caoutchouc pour travailler dans les champs, mais aussi des chaussures en caoutchouc quand les trottoirs de Paris n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était un petit peu boueux et qu'il fallait pouvoir sortir. Et finalement, cette genèse de la marque, c'est ce qui va nous porter en termes de stratégie de marque. Les marques, surtout iconiques et anciennes, elles ne mentent pas. Il ne faut pas non plus les trahir quand on les développe. Donc cet axe d'une marque qui permet de vivre des expériences en sortant, en étant dehors, quel que soit le temps, quels que soient les éléments qu'on est prêt à affronter à l'extérieur, c'est ce sur quoi on va développer la marque, comme elle l'a été en 1853. Qui dans la salle a des produits Aigle? C'est bon ça. Ouais, un petit potentiel de recrutement. Merci. C'est bien. C'est Donc ça c'est sur la marque, et alors sur la différenciation, le produit, quels sont les éléments aujourd'hui qu'on peut évoquer? Oui, c'est une question qu'on s'est posée évidemment avec les équipes, puisque moi ça fait 6 mois que j'ai pris la direction de cette belle maison. Très intéressant aussi de voir que c'est une marque qui vient de l'outdoor à la base, et en même temps qui est une marque de vêtements pour tous les jours, comme la veste que je porte aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de marques qu'on appelle lifestyle. D'ailleurs, vous me donnerez la référence. Bien sûr, avec plaisir. Ça, je commence déjà à échantillonner. Il y a beaucoup de marques lifestyle qui n'ont pas forcément beaucoup de fonctions, donc c'est des marques qu'on peut porter tous les jours, mais c'est pas des produits très fonctionnels. Puis il y a beaucoup de marques très outdoor qui n'ont pas des produits avec beaucoup de style. Et ben nous, notre credo, c'est d'arriver à joindre le style et la fonction. Exactement comme cette veste d'ailleurs, qui est une veste qu'on peut porter comme ça ce soir et qui en même temps est en polaire et coupe-vent. Et donc si je la porte dehors, j'aurai pas froid et je serai protégée du vent. Donc c'est ça notre axe. C'est finalement un peu l'innovation additionnelle, c'est le culte du et on est dans un style, dans un mode, et à la fois il y a l'aspect fonctionnel. C'est très français, un fromage et dessert. Voilà. Nous c'est pareil. Stratégie business, donc marque internationale. Oui, très international. On en reparlera après dans la chronique suivante sur le détail, mais en termes de business, puisque c'est la clé, quelle est la stratégie pour acquérir, conquérir, maintenir ou développer? Donc d'abord, en fait, on est, donc vous l'avez dit, on est une boîte qui fait à peu près 230 millions d'euros. La moitié du chiffre d'affaires est fait en Asie, au Japon, à Hong Kong, en Chine, qui sont des pays dans lesquels on est implanté depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en France, la marque est très connue, mais un peu endormie. Donc il faut qu'on la réveille et qu'on potentialise le fait que beaucoup de gens la connaissent. Et finalement, en Asie, c'est un peu l'inverse. On est sur une marque très niche, très désirable pour peu de personnes. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse connaître la marque davantage. Donc finalement, on a la même vision, avec 2 chemins qui vont être adaptés à la situation de départ dans chacun des pays. Donc, placement premium en Asie, et le but c'est de le développer. Bien sûr. D'accord. Merci monsieur. Dans la vie de tous les jours, quand vous vous levez le matin, vous écoutez de la musique, ou dans votre voiture, c'est quoi? Ah, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses que j'écoute tout le temps de la musique. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les jours, pour aller de chez moi au bureau, et du bureau à chez moi, j'écoute de la musique. D'accord. C'est ce qui me permet de faire un sas et de pas confondre, vous voyez, de pas commencer à parler de résultats opérationnels à mes enfants. Et voilà. Donc la musique, c'est très important pour moi, c'est mon sas en fait. Alors qu'est-ce que c'est que Aigle, pour ceux qui ne connaissent pas?